Alors, bonjour. Donc moi, je m'appelle Natacha Carré, je travaille à Fibois, Bourgogne-Franche-Comté, donc l'interprofession régionale de la filière forêt-bois. Et on a décidé pour cette année de lancer de cours webinaires sur divers sujets qui concernent soit la filière forêt-bois en elle-même, soit qui peuvent intéresser les entreprises, nos adhérents notamment, et les professionnels de la filière forêt-bois. Et pour ce premier webinaire, on s'est dit que ce serait intéressant de rappeler les différents services que Pôle emploi, France Travail maintenant, propose aux professionnels quand ils ont besoin de recruter. Et puis aussi rappeler le rôle de France Travail dans le monde du travail voilà, et dans le monde du travail en général. Donc, je vous présente à côté de moi Sébastien Gourlot, qui se présentera, mais en gros, qui est le responsable filière bois de France Travail pour la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Et je le laisserai se présenter plus, plus facilement lui-même. Ce qu'on s'était dit, c'est que ce serait peut-être intéressant que vous-même, vous nous disiez simplement de quelle entreprise vous êtes et quelle est son activité, et puis son, le lieu aussi de l'entreprise. Donc, je vais commencer dans l'ordre de ce que je vois. Madame Claire, Oui, bonjour, je suis Lydie Claire, gérante de la série Claire à Renier et c'est moi qui suis en charge le recrutement des personnes. C'est moi qui m'occupe des ressources humaines. d'accord. Et ce qui serait peut-être intéressant, c'est de nous dire aussi le nombre de salariés pour qu'on ait une idée On est de... 16 salariés aujourd'hui. 16 salariés. D'accord, très bien, merci. Madame Bazot, Oui, bonjour. Donc, moi, je travaille à la société Bongard Bazo et Fils à Saint-Péreuse. On a une entreprise de 120 salariés environ et je m'occupe un petit peu de la partie RH avec ma collègue. très bien, merci. Et Monsieur Tomasini, Oui, bonjour. Donc, moi, je suis expert forestier, donc plutôt dans la filière amont. Bon, j'ai un petit cabinet d'expertise et de gestion forestière. On est trois, mais ça m'intéresse aussi de savoir un petit peu comment se passent les recrutements dans la filière aval. Et puis même pour moi, après, éventuellement, oui, je suis pas encore en recherche active, mais savoir des perspectives d'évolution pour agrandir un peu l'équipe. Donc, voilà. très bien, merci beaucoup. Eh bien, je passe la parole à Sébastien Gourlot qui va donc vous présenter. Alors, je fais peut-être le partage Je vais déjà me présenter. Donc, effectivement, Sébastien Gourlot, je travaille à France Travail, Bourgogne-Franche-Comté. Je suis chargé de relations extérieures et dans mes portefeuilles, il y a effectivement toute la filière bois, de l'amont forestier à la construction. Et effectivement, c'est une filière qui a vraiment besoin d'un accompagnement parce que il y a un vrai déficit d'attractivité sur cette filière. Et ben, on se propose justement de travailler activement là-dessus. Simplement, pour pouvoir effectivement travailler sur l'attractivité d'une filière, il faut déjà en identifier les besoins. Et bah, la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui est essentiellement basée là-dessus. Euh, Vous montrer justement comment faire remonter vos besoins, l'intérêt également de le faire, et puis bah, les services dont on peut bénéficier une fois qu'on a fait remonter ses besoins à France Travail. Voilà, je veux bien partager, absolument. Là. Nous, on ne vous voit plus. Je vais commencer par une courte présentation de France Travail, tout simplement parce qu'on est une institution toute neuve. On est né le 1er janvier de cette année. Alors, c'est pas un simple changement de nom du Pôle emploi. Effectivement, Pôle emploi n'existe plus et est devenu France Travail, mais ça ne se limite pas à ça. On a eu à cette occasion un élargissement de nos prérogatives.
dans le sens où aujourd'hui, on va pouvoir être associé aux missions locales, au Cap emploi, aux travailleurs sociaux des départements. Le but étant de suivre toutes les personnes en recherche d'emploi et d'avoir un panel le plus large possible de demandeurs d'emploi à proposer aux entreprises. L'objectif numéro un, c'est bien celui-là, hein. Euh, c'est vraiment d'avoir connaissance de toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi. Il faut savoir qu'avant, beaucoup de ces personnes n'étaient pas inscrites à Pôle emploi, pour le coup. Euh, une personne qui, par exemple, n'avait pas droit à des indemnités parce qu'elle avait démissionné de son ancien poste, par exemple, ne s'inscrivait pas forcément à France Travail. Et aujourd'hui, notre objectif va vraiment être d'aller collecter l'intégralité de ces candidats pour pouvoir en proposer un maximum aux entreprises. Voilà, c'est vraiment l'esprit qu'on veut mettre en place à France Travail, et ce, en travaillant au plus près des territoires et en adaptant nos solutions au plus près des besoins des entreprises des territoires. C'est particulièrement vrai en Bourgogne-Franche-Comté, où on a un territoire vraiment très hétérogène. On a des zones à très forte densité urbaine. Je pense à l'aire urbaine, au bassin de Dijon, au Grand Dijon, au Grand Besançon également, et puis des zones beaucoup plus rurales. Et les besoins sont pas du tout les mêmes en fonction des zones géographiques où on se trouve. Si je prends le cas de l'agriculture, hein, on a des grandes plaines céréalières qui sont plutôt au nord de Dijon. On a des parties particulièrement boisées euh, dans le Jura, dans le Morvan, etc. On a des parties où on est quasiment exclusivement sur de la viticulture et d'autres où on est exclusivement sur de l'élevage. Donc effectivement, ben, les besoins vont pas être du tout les mêmes sur ces différents territoires, et l'ambition de France Travail, c'est justement d'essayer de s'adapter pour, euh, pour proposer des candidats sur ces différents territoires. Voilà. À quoi ça ressemble? On a 45 agences sur le territoire. Elles sont réparties un petit peu partout. L'idée au niveau de la géographie, c'est que toute personne se trouve à moins de 20 minutes d'un pôle emploi. Donc, bah, il y a des endroits où il y en a beaucoup, hein. Dijon, il y a 4 pôles emploi, un à chaque angle de la ville, j'ai envie de dire, nord, sud, est, ouest. Et puis, eh bien, même sur les régions plus rurales, on a essayé de faire des implantations pour à chaque fois être à moins de 20 minutes des personnes qui sont en recherche d'emploi. 1900 collaborateurs, 800 conseillers qui accompagnent les gens sur leur recherche d'emploi, 270 qui s'occupent de leur indemnisation, et puis pour s'occuper de vous, on a 230 conseillers entreprises qui ne font que de la relation entreprise et de recrutement. 45 psychologues du travail, c'est important parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle et dont l'orientation est à faire, et pour lesquelles il y a un vrai travail de construction de projets professionnels. Des personnes qu'on appelle en reconversion. Les taux de chômage, toujours intéressant de se les rappeler. On voit que le sud de notre région est vraiment tendu au niveau des capacités à proposer des candidats. Quand on voit la zone de Pontarlier, de Lons-le-Saunier, de Beaune, qui sont en dessous des 5%, donc en dessous du taux normalement minimum de chômage, puisqu'on dit qu'on est au plein emploi à 5%. Alors, les chiffres datent un petit peu, hein, ils sont de l'année dernière, mais ce taux a très peu évolué. Il a évolué de 0,2%. Aujourd'hui, on est à 6,4% sur la région, plus à 6,2%. Mais on reste une région où l'emploi est mieux pourvu que sur le reste de la France, puisque au niveau français, on est à 7,2, voire 7,3% de chômage. On est donc quasiment un point en dessous, et franchement, ça se ressent, particulièrement dans les zones que là, vous voyez en blanc, où les difficultés de recrutement sont vraiment très importantes. On considère qu'à 5%, c'est des personnes qui sont entre deux emplois, qui ont quitté un emploi et qui vont en reprendre un autre.
Donc, vous imaginez bien que voilà, sur Beaune, sur le Charolais, euh, c'est euh, ces demandeurs d'emploi inscrits sont souvent des personnes extrêmement éloignées de l'emploi, qui ont des problématiques de langue, qui ont des problématiques de déplacement, quelquefois des problématiques physiques, des problématiques de garde d'enfants. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais effectivement, aujourd'hui, quand le taux de chômage est à ce niveau, euh, les personnes qu'on a inscrits en fichier sont des personnes qui souvent ont des problématiques relativement lourdes et beaucoup de freins à lever pour pouvoir revenir à l'emploi. Alors, dans ce contexte, vous allez me dire pourquoi vous déposez nos offres alors que vous venez de me dire on n'a pas le potentiel pour recruter. Déposer les offres chez nous, ça a un double intérêt. Euh, le premier, c'est bien sûr de bénéficier de services pour tenter de trouver les compétences qui vous manquent. Je développerai ça dans un second temps, mais le premier, celui sur lequel je veux insister aujourd'hui, c'est de rendre le marché du travail transparent et de bien faire remonter les difficultés de recrutement que vous pouvez avoir. Pour ça, vous avez deux outils que Pôle emploi met à votre disposition. Le premier, c'est l'enquête besoin de main-d'œuvre, l'enquête BMO. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été destinataires. Elle permet de faire remonter à Pôle emploi vos projets de recrutement sur l'année 2024 et puis la perception que vous avez des futures difficultés que vous allez avoir à pourvoir ces postes. Euh, Aujourd'hui, on a dépassé la barre des 50% de recrutement jugé difficile par les recruteurs. Ça peut monter beaucoup plus haut. On a des filières où on sait que 80% des recrutements sont compliqués. Et puis, on va voir que justement, au niveau de la Syrie, en tout cas, la tension est vraiment très, très élevée parce que le rapport entre le nombre de postes que vous nous avez confiés et le nombre de personnes qu'on a inscrites en fichier sur l'intégralité de la région est très défavorable pour l'entreprise. Donc, l'enquête BMO, c'est un premier outil. Quand vous en êtes destinataire, il ne faut surtout pas hésiter à le faire remonter parce que derrière, au niveau des décideurs publics, euh, les moyens qui vont être mis pour aider la filière à recruter, à former, à, à, à faire naître des vocations chez les scolaires, etc. Tous ces moyens-là sont mis en place à condition que vous soyez reconnu métier en tension. Et pour être métier en tension, bah, effectivement, il y a l'enquête BMO. Et puis la deuxième solution, euh, c'est également de déposer de façon systématique vos offres d'emploi. Je pense qu'on a tous déjà entendu un ministre du Travail venir se présenter à un journal télévisé pour dire actuellement il y a 500 000 postes à pourvoir en France. Euh, c'est pas très compliqué, hein. Il va chercher les chiffres tout simplement sur le site Pôle emploi. Il voit le nombre d'emplois, le nombre d'offres d'emploi en souffrance sur notre site et c'est le chiffre qu'il cite au journaliste quand il est interrogé. Euh, donc c'est vraiment l'aspect sur lequel se basent les décideurs pour savoir si il y a des moyens à mettre sur telle ou telle filière. Aujourd'hui, beaucoup de filières font remonter beaucoup de besoins, ce qui veut dire qu'il y a énormément de groupes de travail qui se mettent en route. Il y en a un qui va se mettre en route pour votre filière. La, la direction du travail organise à partir de la moitié de ce mois des rencontres entre spécialistes pour justement essayer de trouver des solutions pour faire naître plus de vocations et pour orienter plus de gens sur vos métiers. Donc pour l'instant, bah, c'est bien sûr beaucoup trop tôt pour vous donner les conclusions et ce à quoi vont arriver ces groupes de travail. Mais effectivement, on voit l'intérêt de remonter ces besoins parce que ça permet justement aux politiques de, d'organiser et de mettre des moyens pour essayer d'y pallier. Je vous ai juste indiqué deux chiffres. Sur l'amont forestier, donc au niveau du bûcheronnage, on voit qu'on a eu 280 offres dans l'année. On a également inscrit 280 personnes en tant que bûcherons, ce qui veut dire que théoriquement,
c'est équilibré, mais il faut savoir que en dessous de 3 candidats pour une offre, on considère que c'est bien sûr tendu, tout simplement parce que les 280 personnes inscrites ne sont pas forcément localisées au même endroit que les 280 offres qui ont été déposées. Et l'une des problématiques, c'est effectivement d'arriver à faire se déplacer les gens. Et puis, on voit qu'au niveau des scieries, donc la première transformation du bois, on a eu 430 offres de déposées l'année passée et qu'on a un potentiel de 80 candidats qui, eux, se sont inscrits dans l'année. Donc là, le rapport est très, très défavorable. Ça permet de voir ce que vous voyez sur la droite. On a une jauge qui évalue la difficulté à recruter et on voit qu'effectivement, elle est très élevée concernant vos métiers. Déjà parce que ce sont des métiers manuels. Vous voyez que la jauge au-dessus, c'est conditions de travail. Les métiers manuels, généralement, c'est effectivement relativement compliqué de trouver des candidats parce qu'aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont peu valorisés au niveau sociétal. Et effectivement, voilà, c'est une des principales difficultés. L'autre étant l'inadéquation géographique, ce qui veut dire que là où on a des gens qui potentiellement pourraient prendre ces postes, eh bien, les offres ne sont pas là et inversement, ce qui veut dire que les gens doivent se déplacer pour se rapprocher des entreprises. C'est quelquefois possible. Et Pôle emploi met en place des aides pour les personnes pour déménager quand elles prennent un poste à plus de 30 km de chez elles. Mais les conditions familiales font que tout le monde ne peut pas changer de région, voire même partir à 80 km. Et puis aujourd'hui, avec les coûts de transport, prendre un poste à plus de 50 km de chez soi, ça peut vite être compliqué, en tout cas s'il n'est pas fortement rémunéré. Voilà pour faire un petit constat sur le dépôt d'offres aujourd'hui. Je vous propose une petite vidéo qui met en scène le dépôt d'offres à Pôle emploi. Ça dure 2 minutes et ça vous rappelle comment procéder. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà, vous, fait cette démarche, mais je vous envoie cette petite vidéo pour que vous puissiez, qu'on parte sur cette base-là pour la suite. Ah, je crois que le lien ne marche pas. Natacha, je vais faire. Je pense que C'est le partage d'écran. Moi, je vais le copier et puis je vais le mettre sur. Je pense que je
Donc, on revient. Voilà. Mais YouTube, alors. Hum, Je vais mettre remis actuel. Et, euh, mais c'est pas partagé là, je crois pas. Ah si, c'est bon. Voilà, donc je suppose que vous revoyez notre écran. Voilà, on va dire ça. Le dépôt d'offres. Alors, le dépôt d'offres, il peut se faire soit en ligne, soit auprès d'un conseiller pour l'emploi. Là, j'ai envie de dire, c'est vraiment vous qui voyez, mais dans tous les cas, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer effectivement de le faire en ligne, euh, mais de quand même prendre contact avec votre conseiller Pôle emploi pour mettre en place les actions qui vont aller avec. Une offre facile à pourvoir, on la diffuse, les candidats se positionnent dessus, prennent contact avec vous, ils envoient leur CV, enfin voilà, tout se déroule de façon très simple, mais c'est de moins en moins le cas. Euh, Aujourd'hui, la simple diffusion d'une offre d'emploi suffit très rarement, je suppose que vous en avez tous fait l'expérience, à trouver les candidats qui vous intéressent. Je reviens très brièvement sur les étapes de la création d'une offre. Dans un premier temps, vous devez effectivement créer votre compte et pour ça, vous munir de votre SIRET. On va vous demander pas mal d'infos pour être sûr que vous êtes bien le recruteur et il ne s'agit pas de quelqu'un à Bamako qui dépose une fausse offre d'emploi pour essayer de soutirer des données aux personnes. Il y a pas mal de questions qui vont vous être posées. C'est normal, c'est une question de sécurité parce que malheureusement, on est très régulièrement victime d'hameçonnage et ça peut être très désagréable pour une entreprise quand quelqu'un a repris son logo, son nom et diffuse une offre en son nom, sauf que c'est pas l'entreprise qui la diffuse. Donc, pour bien sécuriser, on vous demande effectivement de créer votre compte et de bien garder vos identifiants euh, qui sont générés par vous et que, en aucun cas, ils ne peuvent être retrouvés par votre conseiller. Donc, gardez-les précieusement. Il faut rédiger donc le profil, renseigner les compétences recherchées euh, sur les métiers qui sont les vôtres. Euh, Toute information précise peut être très, très utile. Par exemple, si votre ligne de siège a une marque particulière, vous pouvez la mentionner dans l'offre, etc. Ça permettra justement au candidat de pouvoir, quand il va postuler, vous dire, mais moi, je suis déjà servi du même matériel et je sais faire, etc. Donc, n'hésitez pas à être précis dans les termes. Après, sur les tâches de base, vous n'êtes pas du tout obligé de les renseigner. Le fait qu'on nettoie son poste de travail, par exemple, une fois qu'on l'a utilisé, c'est prévu pour pouvoir être indiqué, mais très franchement, ça va de soi et je ne suis pas sûr qu'il y ait une plus-value à le faire. Donc, quand vous allez déposer votre offre, par exemple SIOR, le site va vous proposer toute une liste de compétences euh, qui a été d'ailleurs remontée par votre filière. Hein. Cette liste de compétences, c'est vous qui l'avez faite. Et derrière, effectivement, bah, ça vous permet de choisir celle que vous trouvez importante et que vous recherchez en particulier. Vous pouvez également décrire votre entreprise, son activité, mettre un logo, travailler un peu la marque employeur, c'est toujours bien, surtout que généralement, vous concernant, vous recrutez plutôt en local et si vous le désirez, donc, ça permet de mettre en valeur votre entreprise. Je dis bien si vous le désirez parce qu'il y a trois modalités de diffusion d'une offre. Une offre peut être diffusée avec vos coordonnées. On voit que c'est votre entreprise qui recrute. On voit vos coordonnées. Les candidats prennent directement contact avec vous. Ça peut être au téléphone, ça peut être par mail, ça peut être par courrier, envoyer un CV, etc. C'est
assez rarement utilisé parce que, soit parce que vous voulez pas que on sache que vous recrutez, soit parce que, on a tout vu, hein, une entreprise qui était en train de licencier un de ses collaborateurs et qui cherchait donc à le remplacer, qui n'avait donc pas du tout intérêt à ce qu'on sache qu'elle recherchait quelqu'un. Ce qui veut dire que vous pouvez diffuser également votre offre en anonyme. Euh, alors, en anonyme partiel, c'est-à-dire vous dites que c'est votre entreprise qui recrute, mais c'est pas vous qui recevez directement les CV. Ça évite d'avoir des boîtes mail qui ensuite peuvent déborder et qui ensuite peuvent recevoir autre chose que les candidatures que vous attendez. Voire même, on peut mettre en place un service de présélection dans lequel votre entreprise n'apparaît pas, vos coordonnées n'apparaissent pas, et dans ce cas-là, le conseiller va même consulter chaque candidature pour vérifier que les compétences qui sont proposées sont bien celles que vous attendez avant de vous communiquer la candidature. Euh, sur des postes techniques, il ne faut pas hésiter à utiliser cette fonction parce qu'effectivement, tout ce qui est fait par le conseiller en amont peut vous faire gagner du temps. Et enfin, quand vous avez rempli toutes ces étapes, le site va vous proposer une liste de candidats potentiels. Là aussi, je fais un petit focus. Ces candidats potentiels peuvent venir de toute la France. Il faut savoir que quelqu'un qui s'inscrit à Pôle emploi, qu'il soit demandeur d'emploi ou pas, en tout cas quelqu'un qui s'inscrit sur le site, va dire dans quelle zone il recherche un emploi. Et il y a pas mal de personnes qui mettent France entière. Quand ils mettent France entière, ils ressortent sur chaque recherche de candidats qu'on peut faire. Et ça peut être des gens de Bordeaux ou de Marseille ou de Lille qui ne sont pas forcément mobiles pour venir en Franche-Comté. On n'a pas trouvé de moyen de pallier à ça. Nous, ce qu'on voulait, c'était vous proposer d'abord les candidats les plus proches et puis qu'ensuite la machine vous propose des candidats plus éloignés. Sauf que c'est une forme de discrimination et qu'on n'a pas le droit de le faire. Donc, ça demande de votre part un petit peu de tri. Après, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, un scieur ou même un ouvrier de scierie, euh, il n'y en a pas non plus des centaines, et le tri peut être relativement vite fait. Mais en tout cas, voilà, ne vous étonnez pas si vous trouvez des candidats sur toute la France. Au niveau des mentions sur vos offres, quelquefois, on peut être tenté de ne pas indiquer le salaire. Euh, c'est très dommageable parce que la première raison qui va pousser quelqu'un à candidater chez vous, c'est le salaire que vous proposez. Et une personne sur deux qui se positionne sur une offre d'emploi n'est pas inscrite. C'est-à-dire que c'est souvent quelqu'un qui est salarié dans une autre entreprise et qui veut changer d'entreprise. Euh, Généralement, c'est effectivement les conditions salariales ou les conditions de travail qui vont faire qui va candidater ou pas. Donc, indiquer le salaire, c'est vraiment primordial. Et puis également les conditions de travail, je vous en parlais tout de suite. Au niveau des horaires, si on est sur des horaires décalés, si on est sur des semaines particulières, il faut l'indiquer parce que c'est pareil, hein, ça peut vous éviter des déconvenus et des personnes qui candidatent et qui ensuite disent ah ben non, dans ces conditions, je ne viens pas. Voilà. Et puis la troisième, qui est très importante, c'est au niveau du transport. Si vous êtes accessible en transport en commun, ça peut être bien de le mettre. Et si vous mettez à disposition un véhicule pour les personnes, soit depuis l'entreprise pour partir sur les chantiers, soit carrément un véhicule de service pour la personne. Alors surtout, il faut l'indiquer parce que ça aussi, c'est un critère vraiment important. Voilà, au niveau du suivi de votre offre, c'est vous qui choisissez jusqu'à quand cette offre est diffusée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une offre d'emploi va collecter la majorité de ses candidats dans les 3 premiers jours. Elle va fonctionner pendant une semaine, voire 15 jours. Au-delà, elle ne fonctionne plus et elle ne collecte plus de candidatures. Euh, donc, il n'est pas forcément utile de laisser vieillir une offre qui ne collectera plus du tout de candidature
quand vous avez fait remonter votre besoin, chez nous, il est bien quantifié. Donc, même si le poste n'est pas, n'est pas pourvu, vous avez la possibilité de clôturer l'offre en mettant que vous clôturez l'offre parce que vous n'avez pas trouvé le candidat que vous recherchiez. Voilà. Autre petite alerte, le mode de contact. Euh, Parmi le personnel qui recherche des postes en agriculture, on a pas mal de personnes qui sont un peu réfractaires à l'informatique et candidater par mail, pas sûr que ce soit la meilleure solution pour vous. Euh, Quelquefois, effectivement, proposer aux gens de prendre contact avec vous par téléphone sur certains créneaux horaires, ça peut être bien, surtout si vous avez demandé au conseiller pour l'emploi avant de faire une présélection et qu'il trouve deux ou trois personnes, si vous avez deux ou trois coups de fil pour derrière proposer le CV et demander une date d'entretien d'embauche, voilà, ça reste relativement limité. Voilà. Dernier point concernant les offres d'emploi, il faut savoir que les offres qui n'ont pas collecté de candidatures sont proposées en premier aux candidats. Euh, dans un premier temps, quand il n'y a pas d'offres anciennes qui n'ont pas de candidats, c'est les offres les plus récentes qui sont proposées. Et le candidat peut tout à fait d'ailleurs faire une recherche de seulement l'offre de la veille ou en tout cas des offres les plus récentes, mais les offres qui sont en déficit de candidature, elles aussi sont poussées vers les candidats et ressortent en premier. L'idée, c'est justement d'essayer de pallier à la problématique dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'une offre va collecter ses candidatures essentiellement sur les 3 premiers jours et beaucoup moins après. Donc pour les offres qui n'auraient pas collecté d'offres sur ces 3 premiers jours, eh bien, elles sont poussées ensuite vers les candidats qui se connectent. Voilà. Si vous aussi, vous êtes peu à l'aise avec notre outil informatique, vous avez tout à fait la possibilité de prendre contact par téléphone. Alors, soit sur la plateforme au 39 95 qui va transmettre votre demande à votre conseiller pour l'emploi, soit directement sur la ligne de votre agence. À la fin de ce webinaire, on va vous communiquer déjà le support qu'on vous projette aujourd'hui, et puis également une plaquette sur laquelle vous allez retrouver toutes les coordonnées de toutes les équipes entreprises de Bourgogne-Franche-Comté et avec à chaque fois le numéro de ligne directe. Ça vous permettra de prendre contact directement avec le conseiller dédié à l'entreprise de votre secteur. Voilà. L'intérêt aussi de passer par le conseiller, c'est ce que je vous disais, hein, même si vous faites votre dépôt d'offres en ligne, prenez quand même contact avec le conseiller pour qu'il regarde votre offre et surtout qu'il mette en place l'offre de service la plus adaptée parce que s'il y a des offres encore aujourd'hui qui trouvent d'elles-mêmes leurs candidats, c'est de moins en moins le cas et très souvent, il faut mettre en place des actions pour pouvoir vous permettre de recruter. Et c'est celle que je vais vous présenter maintenant. Alors, la première que je vais vous présenter, c'est l'immersion professionnelle. Il s'agit d'une période de stage relativement simple à mettre en place qui va permettre pour vous, suite au dépôt d'une offre, d'évaluer une personne pendant une journée jusqu'à une semaine sur poste de travail pour vérifier qu'elle s'intègre bien à l'équipe, qu'elle est motivée, qu'elle a bien les compétences qu'elle vous a dit avoir. Ça vous permet vraiment d'évaluer le candidat et puis sur des équipes qui souvent sont de taille assez voilà, moyenne, hein, euh, on, il est important de ne pas mettre quelqu'un au sein de l'équipe qui pourrait être clivant et ça vous permet aussi de vérifier les savoir-être de ces candidats euh, qui sont bien au poste tous les matins, etc. Et ce, avant de lui faire un contrat de travail, avant de faire une DPAE, avant de faire une DUE. Ça simplifie très clairement les démarches et ça vérifie également l'intérêt de la personne. Il faut savoir qu'une personne, si elle n'est pas indemnisée euh, pendant cette semaine d'immersion, elle ne sera pas non plus indemnisée.
Et donc, elle montre vraiment qu'elle est motivée pour le poste parce qu'une personne qui vient travailler pendant une semaine sans être rémunérée pour ça, c'est que vraiment, elle a envie de décrocher ce poste. L'immersion, on l'utilise également à d'autres fins. Quand c'est un conseiller Pôle emploi qui vous propose une personne en immersion, ça peut être pour travailler son projet professionnel, soit parce qu'elle a aucune idée de ce qu'elle veut faire et que nous, on pense que euh, la filière bois serait une bonne idée pour cette personne parce que elle aime travailler avec ses mains, elle aime travailler à l'extérieur, etc., etc. Ou parce qu'elle a déjà l'idée qu'elle veut devenir bûcheron et que la confronter à la réalité, il fait chaud en été, il pleut en hiver, etc., ça peut être une bonne idée aussi. Donc, euh, ces immersions peuvent être à votre initiative, à votre demande, mais ça peut être également à la nôtre. Donc, je vous disais, c'est un jour, une semaine, voire un mois. Euh, Tout se fait de façon entièrement dématérialisée. Vous n'avez jamais à vous déplacer. Les signatures se font de façon numérique euh, pour le demandeur d'emploi, pour vous. Et la convention, vous la recevez par mail et vous êtes parfaitement couvert. C'est Pôle emploi qui assure la couverture accident de travail pendant cette période d'immersion. C'est normal, hein, ce n'est pas un de vos salariés, c'est simplement un stagiaire. Euh, Par contre, il faut vérifier auprès de votre assureur que vous êtes bien couvert contre les dégâts que pourrait provoquer un stagiaire chez vous. Ça, par contre, c'est pas Pôle emploi qui l'assure. Donc, l'intérêt pour vous, je vous disais, c'est effectivement de valider la candidature et d'être sûr que la personne est adaptée à votre équipe. Le deuxième intérêt, c'est aussi pour le demandeur d'emploi, parce que ces immersions ne donnent bien sûr pas lieu à chaque fois à une embauche. Par contre, on a remarqué que 70% des demandeurs d'emploi qui ont fait une période d'immersion en entreprise ont derrière retrouvé un travail. Visiblement, c'est vraiment un facteur très motivant pour les gens à retrouver un travail, retrouver l'ambiance du travail, retrouver des collègues, etc., etc. Pour beaucoup de personnes, ça leur remet vraiment le pied à l'étrier. Et pour nous, c'est vraiment un très bon outil. Si vous êtes effectivement partant pour recevoir des stagiaires, alors plutôt dans le cadre de découverte de métiers ou de valoriser vos métiers ou de valider un projet professionnel, vous avez la possibilité de vous inscrire sur Immersion Facilité. C'est un site, Immersion Facile, pardon. C'est un site internet de Pôle emploi qui permet effectivement de s'identifier comme entreprise accueillant des stagiaires en reconversion professionnelle. Et en vous inscrivant sur ce site comme entreprise accueillante, vous êtes également identifié sur le site du Conseil régional qui lui aussi centralise l'intégralité des offres de stage qu'on peut trouver sur la région. La deuxième action que je voulais vous présenter, c'est les actions d'adaptation au poste. Vous avez reçu la personne pendant une semaine chez vous, vous avez vu qu'au niveau des savoir-être, tout était OK. Par contre, il lui manque des compétences techniques. Il y a des actes professionnels qu'elle ne maîtrise pas et vous avez, vous, la possibilité de la former en interne ou vous avez euh, la possibilité de voir pour un petit parcours de formation avant de l'intégrer. L'idée, c'est effectivement de l'adapter à votre poste et à votre entreprise. C'est c'est le gros intérêt de ces deux dispositifs que je vais vous présenter là. Aujourd'hui, ils sont deux. Il faut savoir que normalement, dans un mois et demi, il n'y en aura plus qu'un, mais ça change finalement pas grand-chose pour vous. Euh, le premier point à connaître, c'est que pour pouvoir en bénéficier, il faut proposer un poste d'au moins 6 mois. Euh, on va former quelqu'un sur une formation qui peut aller à quasiment 3 mois, hein, 400 heures de formation maximum, ce qui veut dire que derrière, si vous proposez un poste d'1 mois ou 2 mois, ça n'a aucun sens. La personne ne va pas faire 3 mois de formation pour un poste d'1 mois. Et donc, l'engagement de l'entreprise pour pouvoir bénéficier de ces dispositifs, c'est de proposer un poste d'au moins 6 mois.
Si c'est un poste de plus de 12 mois, ça nous permet de financer des formations beaucoup plus chères. Euh, j'en parlais au CFPPA de Château-Farine, qui dispose de simulateurs de sciage, hein, par exemple. Et, euh, et les heures de simulateur plutôt pas données, on va être sur 800 à 1000 euros par jour. Et ça peut se faire au sein de vos entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre d'une POEI, préparation opérationnelle à l'emploi, donc là, c'est quand vous proposez un contrat de plus de 12 mois, on a la possibilité de prendre en charge ces formations, même si, de prime abord, elles paraissent relativement onéreuses. Donc, l'idée, c'est d'établir un plan de formation adapté à votre entreprise et au poste que vous proposez, de former le candidat pendant un maximum de 400 heures. Ça peut être beaucoup moins, ça peut être 35 heures. Il y a également des actions de formation qui sont limitées à une semaine. Et derrière, votre engagement, eh bien, c'est effectivement de lui proposer un contrat de 6 mois ou plus. Pour pouvoir en bénéficier, ben, c'est toujours pareil. Il faut parler de ce projet à votre conseiller Pôle emploi. Et, euh, et c'est aussi pour ça que je vous conseillais, suite à un dépôt d'offre, de prendre contact avec lui. Voilà. On arrive au bout de cette présentation. Euh, En conclusion, je dirais donnez-nous vos offres. Euh, Ça n'a que des avantages. Il faut savoir que c'est un service que vous payez déjà, hein. Quand vous cotisez à l'assurance chômage, c'est effectivement pour couvrir vos salariés contre le risque de perte d'emploi, mais c'est également pour bénéficier des services de France Travail sur vos besoins en recrutement. Donc, n'hésitez pas à utiliser nos services. Ça peut bien sûr vous permettre de trouver des candidats et puis même si ce recrutement est infructueux, ça montre aussi à toute la sphère de décideurs que le secteur est très tendu, que vous n'arrivez pas à trouver les candidats et que malgré vos recherches, vous ne trouvez pas de personnes adaptées à vos besoins. Euh, Ça permet donc à la région de financer des postes de formation, euh, de faire de la sensibilisation dans les établissements scolaires pour nourrir justement ces formations, etc., etc. C'est vraiment important de faire cette démarche. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Euh, alors, est-ce que d'abord vous avez des questions sur cette présentation? Bon, pour lancer, ou pas, il y en a peut-être qu'une. J'en ai noté une pendant votre présentation. À un moment, vous parlez d'indiquer les salaires sur les offres Oui. d'emploi. Ça, c'est toujours très compliqué parce que je ne suis pas une entreprise, mais même quand Fibois recrute, on a payer la personne, on a une idée de ce qu'on va avoir, mais peut-être qu'on n'est pas. Excusez-moi, on Oui. ne vous entend pas du tout. Alors, On n'a pas du tout entendu ce que vous avez dit avant. Vous alors, n'étiez pas en face du micro. vous m'entendez? Oui, vous n'étiez pas en Je vais, face, c'est pour je vais ça. me mettre devant alors. Alors, ma question, c'était par rapport au salaire qu'il vaut mieux indiquer dans les offres d'emploi. Et j'expliquais que on a tous, quand on recrute, une idée du salaire de la personne qu'on veut recruter, mais peut-être qu'on est à côté de la plaque. Et est-ce que le conseiller Pôle emploi ou est-ce qu'il y a des outils qui permettent de nous aiguiller sur ce genre de, Oui, bah, de de problématiques données, données. quoi. Voilà. Alors moi, il y a un outil que je vous conseille particulièrement, c'est Data Emploi. Euh, vous allez voir, il y a un site qui s'intitule comme ça, où vous pouvez retrouver dans votre région les salaires pratiqués, la fourchette de salaires pratiqués sur les métiers. Et ça, justement, ben, ça vient des offres d'emploi qui ont été collectées et également de données de l'INSEE. Alors, on est sur des salaires bruts, hein, mais très souvent, par exemple, ben, moi, j'ai jeté un œil sur des ouvriers de Syrie, on va être brut sur en moyenne 1800 à 2100 euros mensuels.
Mais oui, malheureusement, c'est compliqué de ne pas mettre de fourchette de salaire. Alors, le site ne vous demande pas forcément un salaire précis, mais une fourchette de salaire euh, avec, ben, écoutez, oui, en fonction de l'expérience, des connaissances et puis de la productivité de la personne. Euh, Le nombre d'heures aussi indiqué? Pardon? Avec le nombre d'heures aussi? Enfin, Oui. le salaire que vous donnez, c'est avec un nombre d'heures en particulier? Alors là, on est sur du 35 heures pour les salaires que moi je Ok. vous ai mentionnés. Ok. On est sur un équivalent temps plein, hein. Mais en tout cas, vous, ben, le salaire que vous indiquez, vous pouvez le mettre soit à l'heure, soit au mois, soit à l'année même. Les cadres aiment bien qu'on mette un salaire à l'année.